Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre, nous allons parler d'une part importante de Ruby on Rails, c'est la mise en place de tests unitaires. Donc les tests unitaires, c'est un système qui permet de tester notre code et de s'assurer qu'il fonctionne correctement, et ceci à toute étape du projet. Donc lorsqu'on effectue une modification, on relance les tests unitaires pour s'assurer que l'on n'a rien cassé. Donc par défaut, dès que l'on génère un contrôleur, un modèle ou n'importe quoi dans Ruby on Rails, il génère les tests automatiquement. Et après, vous pouvez modifier ces tests pour écrire vos propres tests. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir la mise en place de ces tests unitaires en utilisant non pas le framework qui est proposé par défaut, mais plutôt le framework RSpec. RSpec, c'est une manière de faire les tests qui est un petit peu plus naturelle, vous allez le voir à l'écriture, c'est un petit peu plus naturel, et qui est très répandu. L'avantage aussi, c'est qu'il y a une gemme RSpec Rails qui va vous permettre de l'implémenter directement pour Ruby on Rails. Donc dans cette vidéo, on va mettre en place des tests pour un modèle, on va voir comment moquer des méthodes lorsque l'on fait appel à des API externes et aussi comment tester les contrôleurs. Donc ceci étant dit, on est parti. Donc pour cette vidéo, on va partir d'un nouveau projet, on ne va pas garder quelque chose que l'on a déjà créé, histoire de repartir sur des bases fraîches. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un projet où on imagine que les utilisateurs vont pouvoir poster des commentaires sur un blog. Et l'idée, c'est de faire ça en utilisant cette fois-ci le TDD, donc le Test Driven Development, où on va écrire en premier les tests avant d'écrire les fonctions. Donc pour commencer, je vais générer un nouveau projet, donc je vais me placer dans le dossier ici Lab, et je vais faire un Rails New, mon super projet. Et pour ce super projet, je vais utiliser le système de base de données traditionnel, on va le laisser SQLite pour le coup. Donc il va automatiquement télécharger les différentes dépendances, il va tout installer, et maintenant mon projet est démarré. Je vais me rendre dedans, et je vais l'ouvrir avec mon éditeur. Donc avant de commencer quoi que ce soit, on va commencer par modifier notre gem file et rajouter la gem RSpec Rails. On fait ça en début de projet parce que cette gemme va permettre de mettre en place les tests unitaires via RSpec et en plus va permettre à Ruby on Rails lorsqu'on va générer un contrôleur ou un modèle, de générer les tests non pas en utilisant le framework par défaut mais en utilisant RSpec. Ce qui du coup va nous simplifier grandement la tâche. Donc pour l'installer, rien de plus simple, il suffit dans la partie test de lui dire je veux rajouter la gemme RSpec Rails. Donc je vais me rendre dans mon fichier gemfile, dans la partie test où on a pour l'instant seulement by-bug. Je vais lui dire de rajouter RSpec Rails. Ensuite, je vais faire un coup de bundle install pour qu'il mette à jour ces différentes dépendances. Donc là, c'est plutôt rapide parce que je l'avais déjà installé sur mon système. Une fois que c'est fait, on va pouvoir placer les fichiers de configuration en utilisant la commande rails g rspec::install. Donc cette commande va avoir pour effet de générer un fichier .rspec à la racine et de générer un dossier spec qui va contenir donc les différents fichiers nécessaires à nos tests. Donc contrairement aux tests traditionnels de Ruby on Rails, c'est dans ce dossier spec que l'on va mettre les fichiers qui serviront à écrire nos tests. Maintenant, on va créer les deux modèles qui vont servir à la création de notre application. Donc comme je vous l'ai dit, on veut créer un système de blog, donc on aura des articles et des commentaires. On ne s'embête pas à créer les choses à la main, on utilise les générateurs. Donc je fais un coup de Rails G modèle. Donc on va créer le modèle post. Donc ce modèle va avoir deux champs, on va faire quelque chose de plutôt simple. On imagine qu'il y a le nom, ça sera une chaîne de caractères. Et on va imaginer qu'on a le nombre de commentaires qui ont été postés. Donc on va l'appeler comments_count. Et ça sera un entier. De la même manière, je vais générer le modèle qui correspond à mes commentaires. Donc je fais un Rails G comment. J'aurai le contenu du commentaire qui sera simplement une chaîne de caractères aussi. Bon, là, c'est vraiment pour l'exemple. Et ensuite, on fera une référence à notre article. Donc, on dira post::references. Donc, lorsqu'on génère ces modèles, ça génère les migrations, ça génère le modèle et ça génère aussi les specs. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'écrire nos tests. Donc, pour l'instant, j'ai deux specs, post et comment. Si je veux lancer les tests unitaires donc en utilisant RSpec, il me suffit de faire un coup de RSpec si vous avez la gemme directement disponible sur votre système ou bundle exec RSpec pour l'exécuter dans le contexte de votre application. Donc si par défaut je lance cette commande RSpec, vous voyez que ça me sort pas mal de petites erreurs parce que pour l'instant je n'ai pas effectué les migrations. Donc ma base de données de test ne fonctionne pas correctement. Du coup, on va analyser un petit peu les deux fichiers qu'il a créés. Donc, il y a deux fichiers. Le fichier spec_helper contient tout ce qui est nécessaire pour démarrer RSpec. Donc, c'est relativement léger, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. En plus, la gemme RSpec Rails rajoute Rails Helper qui inclut toutes les fonctionnalités liées à l'utilisation de Ruby on Rails. Donc, par défaut, la configuration qui est proposée est plutôt pas mal.
Et vous avez au tout début ici une partie qui gère automatiquement les migrations. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez lancer les tests, il va vérifier que votre base de données est fonctionnelle. D'ailleurs, cette base de données, on va légèrement la modifier. Donc dans la partie config, on va aller dans la partie database.yml. Et pour la base de données de test, on n'utilisera pas un fichier, mais on utilisera une base de données en mémoire. Ça permettra de ne pas persister les informations et du coup d'avoir une base de données qui est plus rapide. En plus de ça, si on regarde l'erreur qui est fournie par défaut, en fait, lorsqu'il essaie d'effectuer cette migration, il s'attend à avoir le fichier schema.rb dans le dossier db. Fichier qui n'existe pas parce que pour l'instant, on n'a pas lancé notre migration sur notre base de données. Du coup, il n'a pas généré ce fichier-là. Donc sur notre application, on fait un coup de Rails db de .migrate. Il va migrer en créant les deux tables que l'on a demandées. Et l'avantage, c'est qu'il va générer automatiquement le fichier schema.rb. Fichier qui pourra être utilisé lors des tests. Si maintenant je refais un coup de bundle exec rspec, ça va lui aller convenablement. Alors si ce n'est que j'ai une petite erreur, c'est pas memory, memory, c'est juste memory. Donc je refais un coup de bundle exec rspec. Et ce coup-ci, il me montre que j'ai mes deux tests et il me les montre en jaune. Donc si je regarde un petit peu les deux fichiers qui ont été générés dans le dossier models, j'ai comment spec et post spec. Donc au tout début de ces fichiers, il charge Rails helper. Donc il va se charger d'initialiser l'application et toutes les choses dont on a besoin. Donc nous, on n'a pas besoin de s'en occuper à l'intérieur. Ensuite, il dit, ce test va décrire le modèle post. Et c'est un test qui concerne les modèles. Donc ça va permettre d'injecter tout un tas de méthodes plus ou moins utiles et de préciser que c'est un test qui concerne les modèles. Et pour l'instant, il mettra le message, ces tests sont en attente. C'est ce que je retrouve lorsque je tape cette commande-là. Donc on va écrire notre premier test. Donc pour écrire un test, c'est relativement simple. On commence par utiliser la méthode it. Ensuite, on lui donne une description. Donc par exemple, on s'imagine, on va essayer de vérifier si lorsqu'on l'on persiste un article, il est bien persisté. C'est très bête, mais c'est juste pour tester. Donc là, on va l'appeler it chuld persist epost. Et ensuite, ça prend en paramètre un bloc. Donc dans ce bloc-là, vous pouvez mettre votre test, votre code. Donc moi, je vais faire un post.create et je vais lui dire, je veux que tu postes un nouvel article et le nom de cet article, ça sera salut les gens. Ensuite, je m'attends à ce que post.count, donc le nombre d'articles, soit égal à 1. Donc pour faire ces vérifications-là et vérifier qu'une valeur est bien celle attendue, on utilise des expectations, c'est-à-dire on va s'attendre à ce qu'une valeur a une autre valeur. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur le fonctionnement de rspec, donc il faut vous rendre sur la documentation de rspec. Donc vous cherchez sur Google rspec, voilà, Vous allez dans la partie documentation et vous avez plusieurs choses. Vous avez rspec core qui est globalement le fonctionnement général de rspec. Vous avez rspec expectation, c'est ce qui va vous permettre justement de tester les valeurs. rspec mock, c'est ce que l'on verra juste un petit peu plus tard, et rspec Rails qui va contenir les helpers utiles à Ruby on Rails. Donc pour faire les tests, ce qu'il faut regarder, c'est la partie rspec expectations. Donc on vous montre comment ça s'écrit. Donc ça s'écrit de la manière suivante, vous mettez je m'attends à ce que la valeur soit égale à celle-ci. Dans notre cas ici, on peut écrire notre test en disant je m'attends à, donc expect. Alors je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais au fur et à mesure que vous allez pratiquer, c'est quelque chose qui va venir tout seul. Et là, vous lui passez en paramètre une égalité à tester. Donc pour tester les égalités, c'est ce que l'on appelle ici les comparaisons. Donc vous en avez pas mal. Il y a EQ qui vérifie une triple égalité, c'est équivalent du equal. Vous avez le B, c'est plutôt le B qui est l'équivalent d'une triple égalité. Le equal, c'est une double égalité. Les signes supérieurs, donc vous avez tout plein de méthodes que vous pouvez regarder et ça va dépendre de vos cas. Nous ici c'est plutôt simple, on veut juste vérifier que la valeur est égale à 1. Et on peut supprimer ces parenthèses pour un peu plus de simplicité. Donc c'est des méthodes qui ont un nom un petit peu alambiqué, mais au final quand on le lit en français c'est plutôt simple. Je décris ici mon scénario et je dis je vais créer un article et je m'attends à ce que post.count soit égal à 1. Voilà, quand on le lit en français c'est plutôt cool. Si maintenant j'essaie de relancer le coup de rspec, je vois que j'ai ici un petit trait qui veut dire ce test a bien réussi et par contre j'ai toujours un problème pour le second qui a un pending. Donc, la partie commentaire, elle est toujours en attente. Pour l'instant, on va supprimer ça.
On va mettre un petit commentaire, histoire que ça nous montre juste les tests ont bien réussi. Si jamais un test échoue, donc là on va écrire forcément quelque chose qui est absolument faux, automatiquement ça vous affichera un petit F pour vous dire qu'il y a eu un fail et le message en rouge. Effectivement, je m'attendais à avoir la valeur 2, c'est ce que j'ai précisé ici, et pourtant le compte m'a donné la valeur 1, et du coup les tests échouent. Donc on va essayer d'écrire un test un petit peu plus complexe et vérifier que par exemple lorsqu'on crée un nouveau commentaire et qu'on l'associe à l'article, ça met bien à jour le counter cache. Donc on veut avoir un comments count qui est égal à 1 lorsqu'on associe un nouveau commentaire à l'article. Alors il faut savoir, si ça vous intéresse, que pour AirSpec, il y a des entre guillemets bonnes pratiques qui sont conseillées et qui sont toutes répertoriées dans BetterSpecs. BetterSpecs vous donne un ensemble de guides qui vont vous permettre d'écrire des tests plus clairs. Donc si vous voulez faire les choses correctement, je vous conseille de lire, il y a quand même pas mal de petits conseils qui vont vous aider à pratiquer les choses. Donc d'abord, il y a un mot-clé que l'on peut aussi utiliser, contexte, qui permet en fait d'expliquer les choses. Donc en général, on va donner un contexte à notre test, ce qui nous permettra, lorsque l'on aura une erreur, de mieux comprendre d'où ça vient. Donc par exemple ici, ça va être le contexte, et le contexte, ça sera comment association. Et on mettra à l'intérieur de ce contexte tous les tests qui concernent les vérifications concernant l'association. Donc pour l'instant, on va faire quelque chose de plutôt simple. On va lui dire it should increment comments underscore count. Donc je crée mon nouvel article. Je vais reprendre la ligne que j'ai créée ici. Je vais ensuite sauvegarder le résultat dans une variable et je vais lui dire je vais créer un nouveau commentaire. Donc je fais post. Et d'ailleurs, je me dis, tiens, on va pas le persister. On va lui dire, voilà, je veux que tu crées un nouvel article. Ensuite, dans cet article, tu vas rajouter un commentaire. Donc je fais post.comments et je te rajoute un nouveau commentaire. Donc on fait comment.new et je te rajoute le commentaire qui va avoir le contenu démonstration ou juste démo. Et à la fin, je fais un post.save. Donc je m'attends à ce qu'il ait sauvegardé le commentaire et qu'il ait en plus mis à jour le comments count. Donc je peux écrire deux tests. Je m'attends à ce que comment.count soit égal à 1 et je m'attends à ce que sur mon article, le comments underscore count soit égal à 1 lui aussi. Du coup maintenant, je relance mes tests. Donc je fais un coup de bundle exec airspec. Ça va me sortir tout un tas d'erreurs parce que pour l'instant il n'y a pas d'association de défini et c'est ce que je vois ici et je peux maintenant corriger les problèmes. D'ailleurs, si vous ne voulez pas vous embêter à toujours taper cette commande, ce qui peut être pénible, vous avez une autre gemme qui est plutôt pratique qui permet de générer un guard file qui va relancer les tests automatiquement. Donc guard, c'est une gemme qui permet justement de vérifier et d'analyser des fichiers dès qu'ils sont modifiés, de faire des opérations en particulier. Donc la gemme guard airspec s'installe de la manière suivante. Nous, on va la mettre simplement dans notre partie test, juste ici. On fait ensuite un coup de bundle install, histoire de mettre à jour nos différentes dépendances. Et après, il faut taper cette commande-là. Bundle exec guard init airspec. Donc il y a juste à lire le readme pour le coup. Donc ça va automatiquement générer à la racine un fichier guard file qui contient plein de trucs. Vous pouvez complètement l'ignorer. Et maintenant, plutôt que de lancer la commande bundle exec airspec, vous lancez simplement guard. Il va analyser les différents fichiers et il va rester comme ça en attente. Si j'essaie, alors je vais essayer de redimensionner légèrement la fenêtre. Voilà, hop. Je me dis, tiens, je vais modifier mon test qui concerne les postes. Je ne l'ai pas gardé en mémoire. Donc c'était post spec, voilà. Et je me dis, j'enlève ce post save. Dès que je fais une sauvegarde, automatiquement, vous le voyez en tâche de fond, les tests sont relancés. Donc ça vous permet de gagner un petit peu de temps. Et en plus, j'ai une petite alerte en haut. Du coup, maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire le code pour faire fonctionner ce test. Donc je vais aller dans mon modèle post.rb et je vais définir mon association. Un article, il a plusieurs, as many, comments. De la même manière, dans mon modèle commentaire, je vais mettre un commentaire à partir d'un article, ce qui a déjà été fait, mais je vais lui dire, je veux que tu rajoutes le counter cache. Counter cache de .true. Je fais ça, et si je regarde mes tests, je vois bien qu'ils passent au vert. Tout fonctionne correctement.
Donc il les a lancés 2 fois parce que j'ai sauvegardé à la fois ce fichier-là et ensuite ce fichier-là. Donc forcément, il les a lancés 2 fois. Maintenant, je me dis, tiens, j'aimerais bien aussi vérifier et valider les commentaires et ne pas autoriser les commentaires qui sont trop courts. Et on va dire au minimum, il faut 10 caractères. Donc ça va aller dans la partie comment. Je vais mettre un contexte. Donc on va dire que le contexte, là, ça sera la validation. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Donc par exemple, it should validate emails. Content plutôt. Length. Bon, pour tester ça, on a plusieurs manières. Donc d'abord, ce que l'on peut faire, c'est simplement créer un faux commentaire. Donc on fait comment égale comment.new. Et dans le content, on met quelque chose de volontairement court. Et on peut lui dire, je m'attends à ce que comment.valide soit, donc tout, égal à false. Alors il y a d'autres méthodes qui sont pratiques. Hein. Si on regarde dans la partie expectations, donc c'était à cet endroit-là, on a be true fee, ça veut dire que ça ne soit pas nul ni false. Ou nous, c'est un test exact que l'on veut tester, donc on peut mettre directement, je m'attends à ce que ça soit égal à vrai. Donc ici, je m'attends, alors plutôt false. Donc si j'essaie de réactualiser, le test réussit. Il réussit, pourquoi? Parce que les commentaires sont associés à un article. Donc effectivement, il y a une erreur, ce modèle n'est pas valide parce qu'il n'y a pas d'article associé. Donc mon test n'est pas écrit de manière correcte. Il faudrait que je teste que dans les erreurs, j'obtienne bien une erreur qui contienne la clé content. Donc si jamais vous avez besoin de débugger des variables, vous pouvez utiliser ici bybug. Bybug vous permet de stopper les choses. Donc par exemple, on va mettre la règle de validation sur le commentaire. On va mettre un coup de validates. On veut valider la taille du contenu. Et on s'attend à ce que la taille, ça soit au minimum, on avait dit 10 caractères. Dans ma partie comment spec, je remets mon petit bybug. Du coup, si je sauvegarde, il va automatiquement relancer les tests et s'arrêter pile poil là où je lui demande. Et là, ça me permet d'inspecter, de vérifier l'état de mes variables pour pouvoir construire mes tests convenablement. Donc par exemple ici, je peux lui dire, tiens, je veux que tu validates ce modèle-là, et maintenant, j'aimerais bien voir la tronche qu'ont les erreurs. Donc là, j'obtiens mon objet errors, et dans cet objet errors, j'ai par exemple les messages. Donc ce que je pourrais faire, c'est lui dire, bon, pour vérifier mes messages, il faut que je vérifie est-ce qu'il y a une clé content dans ce tableau contenant l'ensemble des messages d'erreur. Maintenant qu'on a débugué, je peux lui dire, bon, il faut que tu continues le script. Donc, vu que j'ai sauvegardé plusieurs fois, bon, il me rebloque encore, mais si je lui demande de continuer, je peux maintenant retirer le bybug et continuer mon test. Donc ici, je fais un comment.validate, histoire de valider les informations, et je vais lui dire, je m'attends à ce que sur comment, dans les erreurs, je prends les messages et je m'attends à avoir une clé. Donc là, hop, il faut que je cherche un petit peu, expect on errors. Donc ça, c'est pour les erreurs qui sont faux, hop, les expressions, les classes. Donc là, on a un hash et pour vérifier si la clé existe, on peut simplement lui passer la clé. Donc ça a l'air d'être exactement ce que je lui demande. Donc là, je m'attends à ce que ça inclue la clé content. Voilà. Et j'oublie pas de mettre un petit test à message. Si je sauvegarde, mon test fonctionne correctement. Si maintenant on imagine, j'oublie de faire ce validate, mon objet n'aura pas de clé content et du coup ça me sortira bel et bien une petite erreur. Le problème, c'est qu'en changeant ce test-là, malheureusement, on a affecté l'autre test. C'est-à-dire que le test concernant les articles, si je ne le modifie pas et que j'essaie de le relancer, je vais tomber sur une erreur. Pourquoi? Parce que le commentaire que je crée à cet endroit-là, c'est un commentaire qui maintenant n'est plus valide suivant la nouvelle règle. Du coup, il n'y a pas de persistance et ça fait foirer ce test-là. Donc une solution pour remédier au problème, ça serait évidemment de créer quelque chose de plus long et de remédier au problème de la limitation de 10. Ce que l'on peut faire aussi, c'est utiliser des fixtures. Donc c'est quelque chose qui est proposé automatiquement par Rails et qui permet de créer des sortes de modèles que l'on va sauvegarder en base de données. Ce qui permet comme ça d'avoir toujours des modèles qui sont valables. C'est pas forcément la méthode la plus pratique parce que ça vous oblige à créer des fichiers YML et c'est pas vraiment du Ruby. Moi j'utilise une autre gemme qui est plutôt pratique pour ça, ça s'appelle Factory Girl.
Donc pour utiliser cette gem, vous pouvez faire un coup de gem install factory girl ou charger ça dans votre gem file. Et si vous l'utilisez avec Rails, vous avez directement une gem qui vous permet de vous aider encore mieux, qui est la gem factory girl Rails. Donc moi, c'est cette gem là que je vais utiliser. Donc dans ma partie test, je vais mettre ça. Je vais donc ensuite aller dans mon gem file et rajouter cette gem. Je coupe garde et je fais un coup de bundle install. Une fois que c'est installé, ça va nous donner accès à une nouvelle commande pour générer automatiquement les sortes de fixtures factory girl. Si vous faites un coup de Rails G et vous lui dites tiens, je veux chercher toutes les commandes qui ressemblent à factory, vous avez cette nouvelle commande. Donc nous par exemple, on va générer cette commande pour les modèles post et pour le modèle catégorie et pour le modèle commentaire. Donc on fait un coup de Rails G factory girl modèle et on génère pour le modèle post. Voilà, et pour le modèle comment. Si je regarde, dans mon dossier spec, j'ai maintenant un dossier factories, et j'ai ici ma factory comment et ma factory post. Donc ces factories fonctionnent assez simplement, donc il faut se rendre sur la documentation de factory girl. On nous explique un petit peu dans le getting started comment ça fonctionne, mais globalement on définit une factory de la manière suivante. On lui dit, lorsque je veux créer un utilisateur, il faut que tu définisses un first name qui est égal à John, last name qui est égal à Do, et ensuite admin est égal à false. Et je peux comme ça définir d'autres systèmes. Vous avez, si vous descendez un petit peu plus, la possibilité d'utiliser des systèmes de séquences, vous avez la possibilité d'utiliser des propriétés en fonction d'autres, donc vous pouvez aller relativement loin. L'avantage, c'est que c'est du code Ruby, et du coup, vous pouvez générer des modèles avec un petit peu plus de liberté qu'avec les fixtures. Nous, dans notre cas, ça va être ici relativement simple. Pour nos modèles post, ce qu'on va dire, c'est qu'on va générer un comment underscore count par défaut qui sera à 0. Donc on peut utiliser un système de méthode pour faire ça. Et par contre, pour le name, on peut mettre name égale directement ce que l'on veut, mais on va mettre genre titre 1, titre 2, titre 3, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on peut utiliser le système de séquence. On lui précise quel champ on veut affecter, et on lui passe en paramètre un bloc. Donc ici, je vais lui dire je veux que tu mettes title ou titre suivi du numéro. Voilà, ce qui permet de générer des titres comme ça à la volée. Pour mon modèle comment, je vais faire la même chose. Je vais lui dire je veux que tu génères, donc lorsque je lui demande un commentaire qui a un contenu. Donc le contenu, on va prendre un long lorem ipsum. On ne s'embête pas, vous faites lorem ipsum, vous prenez n'importe quoi tant que ça fait plus de 10 caractères et que globalement ça remplisse votre condition que vous avez écrite. Voilà, ça devrait suffire. Donc à cet endroit-là, je lui dis le contenu, ça sera ce truc-là. Et vous pouvez même mettre une séquence si vous voulez le changer. Par contre, je veux aussi avoir un commentaire qui peut être vide. Donc on peut nester, c'est-à-dire on peut lui dire je veux ici un nouveau système qui sera un commentaire vide. Et ce commentaire vide, il prendra les mêmes propriétés que celles qui ont été définies, et je peux les écraser ou en rajouter de nouvelles. Donc moi je vais juste en écraser une, ça serait content, et je lui dirai, là le contenu sera simplement quelque chose de vide. Comme ça on a deux factories, on a deux manières de générer des commentaires. On peut générer un commentaire simple ou un commentaire vide. Donc si ensuite on veut utiliser ces factories là, si vous descendez un petit peu dans la partie Using Factories, vous pouvez lui dire je veux que tu crées un nouveau enregistrement. Donc là ça va construire mais sans forcément persister les informations. Create ça va créer, donc ça va créer l'instance et la persister. Attribute for ça vous donne un hash contenant les différents attributs. Ça c'est pour une méthode stub, on en reparlera un petit peu plus tard. Et ensuite dans ce bloc là, vous pouvez faire des choses un petit peu différentes. Donc du coup ça nous permet d'améliorer encore la lisibilité de nos tests. Si je reviens, je reprends mon post spec. Et là, plutôt que de lui dire je veux que tu crées un article et que tu définisses tes attributs, je peux directement lui dire je veux que tu construises un article. Lorsque tu construis un commentaire, je peux lui dire simplement je veux que tu construises un commentaire. Voilà. Et là, ça va être la même chose. Je veux que tu crées cette fois-ci un article. Donc tu fais un create post. Alors si j'essaie d'exécuter le code directement, donc si je fais un coup de bundle exec rspec, donc cette fois-ci, il va lancer comment et post. Il va me dire qu'il ne connaît pas la méthode create, parce qu'il faut que j'inclue les modules permettant d'injecter les méthodes de factory girl. Donc on a différents exemples, mais dans le cas de rspec, il suffit simplement d'inclure ces méthodes-là. Nous, c'est ici,
Au niveau de notre Rails Helper, là où on a notre configuration, on va lui dire je veux enlever toute la partie qui concerne les fixtures et je veux à la place que tu inclues les méthodes de Factory Girl. Ce qui permettra de remédier à ce problème-là. Si maintenant je relance mes tests, ça fonctionne quasiment correctement. Si ce n'est que j'ai fait une toute petite typo au niveau de ma factory, dans la partie post, c'est comments_count. Sinon il ne le trouve pas et effectivement il me sort une petite erreur. Voilà. Donc mes deux tests fonctionnent correctement et je vais relancer garde pour les faire de manière automatique. Dans ma partie comment spec, je vais lui dire ici je veux que tu construises un commentaire, mais ce commentaire je veux qu'il soit invalide. Donc là je vais lui dire tu prends le commentaire vide. Et ce commentaire vide doit effectivement avoir une erreur. Et on va lui dire maintenant it should accept a good content. Bon, c'est pas terrible comme nom. Je vais lui dire tu vas essayer de construire un nouveau commentaire, donc ça va être un commentaire cette fois-ci qui est bon, tu vas le valider, donc validate, et à cet endroit-là, je m'attends à ce qu'il soit valide. Alors attention par contre, pour qu'il soit valide, il faut l'associer à un article. Donc lorsque je fais le build, je peux lui passer un second paramètre, un hash, qui sont les choses à rajouter. Donc, par exemple, je vais lui dire tu vas rajouter un article, et l'article, ça sera un create de 2.post. Comme ça, notre commentaire est bien associé à un article et ça fonctionne correctement. Donc vous voyez comment Factory Girl peut vous permettre de générer de manière automatique des modèles et du coup vous simplifier la vie. L'avantage, c'est qu'avec le système de séquence et avec d'autres systèmes qui sont expliqués dans la documentation, vous pouvez construire des modèles relativement complexes. Alors on va rester sur ce système de modèles et on va imaginer un modèle qui est un petit peu plus embêtant que les autres, un modèle qui fait appel à une API externe par exemple. Donc pour cela, je ne vais pas trop m'embêter, je vais prendre JSON Placeholder. C'est une page qui permet de générer des URL à la con qui génèrent des JSON. J'imagine créer un modèle user qui récupérerait des informations depuis cette page. C'est juste à titre d'exemple. Donc je n'utilise pas la commande modèle ici parce que je vais pas générer quelque chose d'Active Record, qui dépend d'Active Record. Donc je crée simplement une classe user et cette classe, on s'imagine qu'elle est une méthode import. Donc cette méthode va faire appel à notre URL, donc je vais sauvegarder la variable URI plutôt, voilà, ça sera ça. Donc je vais appeler cette URL là et récupérer le contenu. Donc je fais content égale net HTTP et je lui demande d'appeler cette page en get en utilisant le URI.parse. Bon, ça c'est la méthode traditionnelle pour appeler une URL en Ruby, hein, c'est pas forcément lié à Rails. Et ensuite ce contenu je vais le parser, ça sera json.parse de content et ensuite je récupère le premier élément et je lui demande de récupérer le nom. Bon, c'est un exemple un peu pété mais c'est juste encore une fois pour vous montrer un cas où on a une API externe et du coup le résultat peut changer d'un cas à l'autre. Si j'ai envie d'écrire les tests, alors on va couper garde, alors c'est exit, vous pouvez faire un Rails G et on va faire un grep de RSpec. Vous pouvez générer des specs pour vos différentes choses. Donc là, nous, on va générer un spec pour les modèles. Donc on fait un Rails G, RSpec de point modèle, et le modèle, ça sera user en l'occurrence. Et je relance garde juste derrière. Donc dans la partie user spec, je supprime ça. Je vais lui dire ici le contexte, c'est la méthode import. Voilà, do. Et à l'intérieur, it should return the right name. Pour tester ce code-là, je crée mon nouvel utilisateur en faisant user.new et ensuite je lui demande d'importer les choses et je m'attends à ce que l'import de cet utilisateur me donne le nom de la bonne personne. L'embêtant, c'est que là, je peux faire un test assez consistant parce que je sais directement ce que ça va me redonner. Par exemple, c'est censé me donner Lian Graham. Donc je peux lui dire c'est censé être égal à ça. Si je sauvegarde, le test fonctionne correctement. Le problème, c'est que si demain cette API change, mon test va échouer parce que mon test dépend de ce code externe. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Donc c'est là qu'intervient une autre notion qui est la notion de mock. Donc dans la partie RSpec, vous avez la partie RSpec mock. Donc c'est quelque chose qui est assez poussé, qui peut vous permettre de faire différentes choses. De créer des doublures qui sont entre guillemets des fausses instances qui vont vous permettre de faire tout un tas de choses. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le method stubs. Le method stubs vous permet de temporairement remplacer une fonction et de préciser ce qu'elle va faire. Ce qui vous permet de pouvoir mapper des choses qui viennent de l'extérieur.
Donc ça implique par contre que votre code est déjà bien écrit à la base. Nous, le problème, c'est qu'on a tout écrit dans une seule méthode. Donc l'embêtant, c'est qu'on ne peut pas facilement stubber les choses. Donc idéalement, il faudrait séparer la partie qui fait appel à une API dans sa propre méthode. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc dans le modèle user, je vais appeler une nouvelle méthode callAPI qui prendra en paramètre une URL et qui fera exactement ce que l'on a écrit ici. L'avantage, c'est que maintenant, je peux lui dire, plutôt que faire le net, HTTP, tout ça, je veux que tu appelles l'API avec l'URL que je t'ai passé en paramètre qui est sauvegardé ici. Voilà, j'ai juste changé légèrement mon code. Et ce code-là, je vais le définir en privé. Parce que je n'en ai pas besoin depuis l'extérieur, c'est juste interne à mon modèle. Et au niveau de user spec, je vais lui dire, je vais changer la valeur, je m'attends à voir John Doe par exemple. Donc maintenant, forcément, vous l'imaginez, mon test va échouer. Donc si vous voulez stubber les choses, vous mettez hello suivi de votre instance, et après vous pouvez dire, je m'attends à ce que ça reçoive cette méthode-là, et vous pouvez dire ce que ça retourne à travers un bloc ou directement comme ça. Donc nous, on va plutôt utiliser la seconde syntaxe parce que notre retour est relativement simple. Donc maintenant, je peux lui dire, j'autorise user à recevoir la méthode callAPI, et cette méthode, elle doit retourner quelque chose. Et là, je vais lui faire retourner un faux JSON qui est une version simplifiée pour mon besoin. Donc ça serait un tableau, et le premier élément du tableau, il aurait comme nom, hop là, John Doe. Voilà, et ensuite, un autre élément, bon, peu importe, on s'en fiche. On sait un peu à l'avance ce que va faire notre application, donc on veut juste tester ça. Maintenant, si j'essaie de re-sauvegarder, je vois que mon test fonctionne correctement. Parce que effectivement, lorsque la méthode callAPI va être appelée, il va enlever le code qui a été écrit ici et le remplacer par celui-ci. Donc ça va retourner ce nom correctement et ça va du coup fonctionner. De la même façon, si vous voulez vérifier qu'il appelle bien cette API et pas une autre, vous pouvez stubber les choses. C'est-à-dire, vous pouvez lui dire « Je m'attends à ce que user reçoive un appel à la callAPI ». Et vous pouvez même lui dire, je m'attends à ce que cet appel soit fait avec ce paramètre-là en particulier. Et je vais le fausser juste pour vous montrer. Là, automatiquement, ça va échouer. Il va vous dire, je m'attendais à ce que callAPI soit appelé avec cet argument-là, et il a été appelé avec cet argument-là. Donc vous pouvez vraiment pousser les choses en profondeur. Donc l'avantage, c'est que si vous avez une logique dans une classe particulière, pas forcément un modèle, là c'est vraiment pour vous montrer, mais si vous avez une logique bien particulière qui écrit un fichier, lit un fichier, appelle une API ou ce genre de choses, vous pouvez moquer les choses pour pouvoir remplacer vos arguments et pouvoir tester qu'un appel fonctionne correctement dans une sorte d'isolation. Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer la différence entre EC et BI. Si vous mettez BI ici, ça va vous renvoyer une erreur. Et si vous regardez dans le terminal, on voit bien que ces deux chaînes sont identiques, mais en fait, le BI, ça fait un triple égal, donc il vérifie que c'est la même instance. Et ces deux chaînes de caractères-là, ce ne sont pas les mêmes instances, même si elles ont la même valeur, et du coup, il renvoie une erreur. Donc faites bien attention entre le EC et le BI, suivant ce que vous voulez tester, quoi. Si vous voulez tester que deux instances sont absolument identiques, effectivement, utilisez le BI, sinon il faut utiliser le EC. Donc c'est plutôt simple dans ce cadre-là. Maintenant, on va voir des tests légèrement plus compliqués, c'est les tests au niveau des contrôleurs. Les contrôleurs, c'est toujours un petit peu pénible à tester parce que ils font une logique particulière. En général, ils rendent une vue, ils retournent du JSON, et c'est pas quelque chose très simplement qui retourne une chose. C'est pas quelque chose qui retourne simplement un contenu, ça retourne une réponse, c'est assez difficile à tester. L'avantage, c'est qu'avec RSpec, c'est très simple à faire. Donc d'abord, on va générer notre contrôleur qui va permettre de tester, de générer nos articles. Donc on va utiliser cette fois-ci la méthode scaffold. Donc on fait un Rails G scaffold et on va générer le scaffold pour les articles. Et je vais lui dire de skip si jamais les fichiers existent déjà, ce qui permettra de skipper les migrations et les modèles. Donc il génère une chier de code et l'avantage c'est qu'il génère aussi les specs pour les helpers, les modèles et tout ce genre de choses. Donc les helpers, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Hop. C'est juste des tests, on va les écrire assez simplement. Et au niveau de notre dossier controllers, on a notre post controller RSpec.
Donc c'est une spec qui est relativement grosse, hein, vous le voyez, parce que par défaut, vu qu'on a généré le scaffold, il a généré déjà toute une série de tests pour vérifier les choses. Donc basiquement, je vous conseille de garder ce truc en mémoire. Nous, on va le commenter parce qu'on ne veut pas qu'il nous sorte une série d'erreurs pour nos tests. Mais ça peut être intéressant de regarder comment ils font parce que ça vous donnera, mais ça vous inspirera en fait pour pouvoir écrire vos propres tests. Et de la même façon, on a des tests qui ont été écrits pour les vues. Hop. Donc il y a pas mal de choses, hein. J'avais jamais essayé. Parce que j'utilise jamais la méthode scaffold, mais vous le voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà écrites et qui vous permettent du coup d'avoir des tests qui sont faits à la volée. Donc n'hésitez pas à vous en inspirer pour regarder comment ça fonctionne. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les différents types de tests qui sont disponibles, dans la documentation de RSpec, c'est plutôt dans la documentation de RSpec Rails ici, vous avez les différents types de specs. Donc, par exemple, au modèle spec, vous avez un petit exemple et après vous avez les scénarios qui sont disponibles. De la même façon, dans les contrôleurs spec, on vous montre les différents helpers et comment on peut tester les choses, les matchers, les requests, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, faut vraiment pas hésiter, il y a beaucoup de choses à faire. Essayer de tout apprendre par cœur, je trouve que c'est pas forcément très intéressant. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est si jamais vous avez un problème ou un truc à tester, c'est au fur et à mesure de découvrir les méthodes. Donc nous, ce que l'on voulait faire, c'est vérifier qu'on puisse créer des commentaires pour nos articles. Donc au niveau de notre contrôleur, on va générer un nouveau contrôleur qui va s'appeler Comments Controller. Donc, je fais un coup de Rails G, contrôleur, et on va l'appeler Comments. Donc il a généré les helpers et tout ça. Bon, ça c'est pas forcément quelque chose dont je suis fan, mais c'est pas grave. Et notre Comments Controller. Ce Comments Controller, on va le relier au niveau de notre routing. Donc on imagine utiliser une route qui est inclue l'une dans l'autre. C'est-à-dire qu'on fera par exemple /post/1/comment pour créer un nouveau commentaire. Donc là, je crée une ressource imbriquée qui va s'appeler comments. Et cette ressource imbriquée n'aura que la méthode create parce qu'on veut simplement être capable de créer des commentaires. Maintenant, je vais pouvoir tester les choses. Donc je vais aller modifier mon comment controller spec.rb et on va commencer par écrire les specs avant d'écrire le code. Et je vais mettre mon comment controller juste à côté. Comme ça, au fur et à mesure, ça nous permettra de voir l'évolution. Donc d'abord, on va écrire un describe qui va nous permettre d'expliquer le scénario global. Donc on fait un describe et on va lui dire je m'attends lorsque je poste sur la méthode create. Et je vais faire le reste de ce code là. Voilà, hop, il faut que j'utilise toujours des simples codes, sinon il gueule. Et on va avoir plusieurs contextes. On va avoir d'abord le contexte où on a des paramètres invalides. Donc on va mettre invalid params. Donc j'essaie d'envoyer un commentaire qui n'est pas valide et je vais écrire la série de mes tests. Donc premier truc, je m'attends à avoir une erreur de type 422. Enfin un statut de type 422. Donc it should return an error. Je dois faire ma requête. Donc pour faire la requête, on a un ensemble de méthodes qui peuvent nous aider, que vous pouvez regarder dans le post controller spec, celui qui a été généré par défaut. Vous pouvez lui dire je veux ici créer en post et appeler la méthode create. Donc là c'est exactement la même chose que l'on va faire. Je veux appeler en post la méthode create qui permet donc de créer un commentaire et je vais lui passer les paramètres suivants. Donc d'abord je dois lui passer un article qui existe, un ID d'article qui existe vu que c'est une route imbriquée. Donc ici je vais lui dire post underscore ID et je vais construire mon article. Donc là, on va l'appeler post underscore entity. On va pas l'appeler post parce que sinon il va tout confondre et ça va être un enfer. Ou même, allez, on va l'appeler p, ça sera encore plus pratique. Et je vais utiliser factory girl. Je crée un nouvel article. Donc maintenant, je peux te passer l'id, ça sera p.id. Ensuite, je lui dis, je vais te passer le commentaire. Et le commentaire, je peux le récupérer à partir de factory girl. Et je lui dis, je veux que tu crées un hash à partir des attributs pour le commentaire vide. Donc c'était comment empty. Donc ça génère un hash qui correspond à ce qui a été généré par factory girl. Et ça, je me réalise que je l'ai créé un petit peu n'importe où. Hop, il faut que ça soit écrit dans le test. Maintenant que cette requête post a été faite, si je veux récupérer la réponse, j'ai accès à la réponse avec la méthode response. Et je veux vérifier le statut. Donc là, vous pouvez mettre expect. Je m'attends à ce que la réponse... Bon, ça m'aide... Donc là, mon IDE m'aide grandement parce que j'ai pas à chercher est-ce que ces méthodes existent. Je cherche juste statut. Et voilà, il me dit, hop là,
que j'ai cette méthode-là. Et je lui dis, je m'attends à avoir le statut 422. Hop là, c'est le statut unprocabable en entity ou un truc du genre. Je suis désolé pour la prononciation. Mais sinon, il faut regarder dans cette partie-là. Hein, c'est dans la documentation. Et on vous montre voilà, les différences. C'est dans la partie matcher concernant les contrôleurs. Donc pour le coup, ça a été pas mal de recherches, de découvertes avant de trouver les trucs qui correspondent pile poil à mes besoins. Maintenant, je veux vérifier aussi que ça me renvoie un JSON qui va contenir l'erreur en question. En l'occurrence, une erreur sur le commentaire. Donc là, it should return the error. It should contain the error. Et là, je suis un petit peu embêté parce que je me répète, je suis obligé de créer cet article à la con et je suis obligé de faire un post et de poster les informations et ensuite, hop, on repart encore pour quasiment la même chose. Donc vous avez la possibilité de lui demander de faire quelque chose avant chaque test ou avant ce groupe de texte en utilisant la méthode before. Donc vous pouvez lui dire, avant chaque test, je veux que tu fasses le code suivant. Je veux que tu crées un nouvel article et que tu fasses une requête en post. Vu que pour chacun de mes tests ici, je ne modifie pas les valeurs qui en résultent, ça ne sert à rien de le faire ça entre chaque test. Je peux lui dire, dans ce contexte-là, je veux qu'au début de ce contexte-là, tu fasses ça. Ce qui me permet ensuite de simplifier grandement mon code. Et ici, du coup, alors je vais avoir le JSON. Donc je vais faire, pour avoir le JSON, vous faites response.body. Et ça va être du JSON, donc on va le parser. Donc on va l'appeler JSON égale JSON.parse de, donc c'était response.body. Et ensuite, je m'attends donc à ce que dans cette réponse-là, expect JSON to include, et je dois avoir la clé content parce que le contenu n'est pas bon. Donc déjà, ces tests-là vont me permettre de vérifier les choses. Donc je vais relancer garde. Je vais sauvegarder simplement ce fichier-là. Donc je vais faire une petite modification histoire qu'il le relance. Et il va relancer les tests. Et je vois effectivement que j'ai une erreur. Il ne me trouve pas l'action dans le commands controller. Donc il faut que je crée cette action-là. Donc dans mon commands controller, poum poum poum, je fais un def create. Je vais récupérer l'article en faisant un post.find et je récupère l'article qui correspond au paramètre. Donc il y a une méthode fetch. Au paramètre post_id, paramètre que j'envoie ici et qui sera envoyé dans tous les cas. Ensuite, je crée un commentaire. Donc je fais comment égale comment.new et je lui passe en paramètre les paramètres. Donc on va créer une méthode pour faire ceci. Et on va prendre un petit peu plus de place. Donc là, je vais créer ma méthode comment_params. Donc cette méthode, on va la mettre en privé parce qu'on n'en aura pas besoin depuis l'extérieur. Elle fera simplement un params. Elle récupérera tous les paramètres qui ont attrait au commentaire. Et ensuite, on autorisera seulement le contenu. Maintenant, mon commentaire est créé et je peux l'associer à mon article. Ou même, je peux lui dire, tiens, dans comment, l'article, ça sera cet article-là. Et on va même pas s'embêter, on va faire ça. Encore plus court. Maintenant, je veux persister les informations. Donc, je persiste les informations. Si la persistance a bien fonctionné, je rends un JSON qui va contenir donc notre commentaire. Si les informations n'ont pas pu être persistées, dans ce cas-là, je rends un JSON qui va contenir les erreurs. Donc, ça sera @comment.errors. Et attention, si j'écris ça, un de mes deux tests va fonctionner, le second, mais pas le premier. C'est ce que je vois au niveau de mon terminal. D'ailleurs, il y a un petit premier problème. Ici, j'ai oublié un S à params. Donc, vous voyez, ça me permet de le débugger directement aussi à la volée. Donc, voilà, il réactualise. Effectivement, le premier test échoue parce que j'ai un statut de 100. Le second aurait dû fonctionner, mais il ne fonctionne pas parce que les clés dans le cas d'un JSON, c'est entre quotes. Donc ici, je corrige aussi mon test au fur et à mesure. Voilà, on débug un JSON, donc les clés ne sont pas récupérées sous forme de symbole, mais sous forme de chaîne de caractères. Donc maintenant, le second test fonctionne correctement, c'est celui-ci. Par contre, le premier n'est pas encore bon. Donc ici, je vais lui dire, en plus du JSON d'erreur, je veux que tu retournes un statut unprocessable entity. Et cette fois-ci, lorsque les tests vont être effectués, j'ai effectivement des tests qui fonctionnent correctement.
Donc après, hein, vous pouvez écrire plus de tests. Dans l'autre contexte, c'est le contexte, là pour l'instant on a testé que si ça ne marchait pas. Donc cette ligne-là est testée, cette ligne aussi, celle-là oui, celle-là non, parce qu'on rentre jamais dedans, et ensuite celle-là oui. Donc il nous manque quand même des tests. Donc on fait contexte valide params, do. On fait un petit peu la même chose globalement. Donc on pourrait même recopier tous ces trucs-là. Et on va les mettre à l'intérieur ici. Donc je reprends ce petit bout de code-là. Je vais créer un article. Cet article, je vais le passer en paramètre et je vais te donner les attributs pour un commentaire qui, lui, serait valide. Je m'attends à ce que le statut it should return 200. Donc je change le statut que je m'attends à obtenir. It should contain the comment. Donc je m'attends à ce que le JSON inclue une clé content par exemple, et même une clé ID aussi. Je pourrais carrément lui passer le format du JSON que j'attends, mais je préfère pas être trop gourmand. Je m'attends aussi à ce que le modèle soit persisté. Donc comment is persisted, do, et je m'attends à ce que comment.count soit égal à 1. Et je m'attends aussi it should attach the comment to the right post. Alors là, je suis un petit peu embêté parce que l'article ici, la variable p, n'est définie qu'à cet endroit-là. Ah, je suis embêté parce que j'ai besoin d'accéder à cet article-là pour avoir la liste des commentaires associés. Donc avec RSpec, vous avez la possibilité de créer des variables qui sont accessibles globalement. Et pour cela, vous mettez let et le nom de votre variable. Par exemple, nous, ça sera p. Et ensuite, vous écrivez un bloc permettant de générer cette variable-là. Donc, ça fera un create de 2.post. Maintenant, dès que vous faites appel à la variable p, il fera un appel à cette méthode-là. Il exilodera globalement cette méthode-là. Ce qui vous permet maintenant de retirer ce code-là. Si j'essaie à cet endroit-là de faire un by bug, donc il va relancer mon test. Cette fois-ci, il devrait s'arrêter. Hop, il met un peu plus de temps ce coup-ci. Voilà. Mais dès que je fais P, ça me donne l'instance de mon article. Donc ça ne rappelle pas à chaque fois la méthode. Hein. C'est juste dès que j'en ai besoin, à chaque nouveau test, ben, il créera ce truc-là. Donc le P est global à la fois dans le before et dans ce test-là. Donc ici, hop, on va lui dire, je veux que tu continues avant d'aller plus loin. Et on fera un P. Je m'attends à ce que p.comments.count soit égal à 1. Et si les tests refonctionnent, cette fois-ci, je vois que tout passe au vert correctement. Par contre, là, ça donne absolument n'importe quoi. Ça donne 34. Alors, c'est un problème qui n'est pas censé arriver, et ça tombe bien finalement que ça arrive, parce que ça va me permettre d'illustrer un truc qui m'est arrivé une fois, et je ne sais pas pourquoi ça a été reproduit ici. Parfois, alors en tout cas avec SQLite en mémoire, ce qui se passe, c'est qu'il efface mal les choses, et vu qu'il efface mal les choses, il y a des choses qui restent en mémoire. Et c'est le cas ici, en fait, il y a des commentaires qui sont restés en mémoire, et dès que je vais me lancer mon test, ça échoue. Donc il y a deux petites choses à changer. Premièrement, au niveau de la configuration, il y a quelque chose que j'ai supprimé que j'aurais pas dû, c'était cette variable-là, qui est expliquée de cette manière-là. Globalement, ça veut dire, malgré qu'il y ait le nom de fixture, en fait, ça veut dire que chaque test va être exécuté dans une transaction, ce qui permettra d'éviter en fait le problème où des choses s'entrechoquent. Vu qu'à chaque fois il fera une transaction puis il effacera, au moins on n'aura pas de problème. Malgré ça, ça ne résoudra pas le problème des choses qui sont déjà en mémoire. Donc si jamais vous avez ce problème-là, vous pouvez utiliser un truc encore plus bourrin, qui est Database Cleaner. Database Cleaner, c'est un outil qui, comme son nom l'indique, permet de nettoyer les bases de données. Donc je vais l'installer, je vais faire un coup de gem Database Cleaner et on va le mettre seulement pour le test. Voilà, c'est toujours le problème quand on teste avec des bases de données, ce qui est pas forcément tip top. Les bases de données, elles sont pas forcément pensées pour tout écrire puis tout vider juste après, donc ça pose des problèmes. Je vais couper garde, je vais faire un coup de bundle install, et ensuite il faut lancer Database Cleaner avant nos tests. Donc il y a des petits exemples, et on a des exemples pour RSpec un petit peu plus bas.
Voilà. Donc lorsque l'on configure, on peut lui dire avant le test, je veux que tu vides. Et entre chaque test, tu peux faire ce type de nettoyage. Nous, on a juste besoin de le faire avant tous les tests. Donc on va le mettre ici. Poum poum poum. Voilà. On va relancer un coup de bundle exec sur ce test en l'occurrence. D'ailleurs, si vous souhaitez le faire, vous pouvez faire un bundle exec rspec et mettre le nom de votre spec à tester. Donc nous, c'est dans le contrôleur et c'est le commands controller que l'on souhaite tester. Si je refais le test donc avec mon nettoyage de base de données ce coup-ci, je vois que ça refonctionne correctement. Voilà. Au moins, vous avez vu le cas super particulier qui est censé jamais arriver, mais qui arrive quand même, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà un exemple de test concernant le test d'un contrôleur. Donc après, vous avez la possibilité de tester des choses un petit peu plus en profondeur. Par exemple, dans le cas de l'exemple du scaffold, il teste que les variables qui sont assignées, donc ça vous permet en fait de récupérer les variables qui sont envoyées à la vue. Donc il vérifie que ces variables existent, est-ce qu'elles ont été persistées ou pas. Et de la même façon, vous avez un test qui permet de vérifier est-ce que c'est bien le bon template qui est rendu. Donc vous avez quand même pas mal de choses qu'il est possible de faire au niveau de RSpec. Encore une fois, si vous avez besoin de plus d'informations, il ne faut pas hésiter à aller sur la documentation et voir un petit peu toutes les possibilités parce qu'il y a vraiment des tonnes et des tonnes de choses à voir. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo-là, c'était vraiment les principes de base et les différents tests que l'on peut faire. Donc les modèles et les contrôleurs, ça représente déjà une bonne partie de l'application. Après, c'est vraiment au cas par cas qu'il faut voir les choses. Mais comme vous le voyez, hein, la syntaxe de RSpec est une syntaxe qui est relativement naturelle. L'écriture, c'est relativement simple. En plus, l'avantage, c'est que ça nous incite à séparer nos tests. Là, on pourrait même d'ailleurs gagner du temps en mettant les trucs comme ça. Ouais, quoique je ne suis pas forcément fan des longues lignes. Ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de séparer vos tests en plusieurs cas. Il est tout à fait possible de s'imaginer faire quelque chose comme ça. On va fausser encore plus ici. Mais si vous écrivez quelque chose comme ça va effectivement fonctionner. Le problème, c'est que si jamais un de ces tests échoue, vous aurez du mal à identifier le problème. Alors que si on fait ça comme ceci, voilà, là, ça nous permet véritablement de voir, si on n'a pas un 200, hein, hop, si je fais un statut 300, peu importe, là, c'est pile poil ce test-là qui va échouer, et du coup, je vais savoir de quoi il en retourne. Si je relance un coup de bundle exec rspec machin, hop, donc, je le laisse se défouler, mais je vois bien que c'est le commands controller qui a une erreur. Je lui ai envoyé le contexte valide params, d'ailleurs ici, hop. Dans le contexte, ici, je vais mettre plutôt un dièse, voilà. Avec les dièses, ça permet de les repérer encore mieux au niveau de la console. Mais au niveau du commands controller, il me dit bien, c'est le cas avec les paramètres valides qui devrait retourner une 200 et qui ne retourne pas une erreur 200. Donc c'est effectivement à ce niveau-là que j'ai un problème et ça me permet juste d'avoir ce test qui échoue et pas tous les autres. Donc ça permet de mieux identifier le problème. Donc après, il ne faut pas hésiter à jouer avec les biformes pour pouvoir bien organiser votre code et organiser vos tests pour qu'ils soient faciles à itérer et faciles à comprendre. Donc si on récapitule, je vais reprendre le gem file. On a installé rspec Rails. Ensuite, on a fait la commande Rails generate rspec.install pour générer les dossiers de base. Ça, automatiquement, ça va installer rspec dans notre application et du coup, ça permet de lancer les tests. Et ensuite, du coup, ça permet ensuite, lorsque l'on génère des contrôleurs, des vues, des helpers ou n'importe quoi, de générer les tests associés. Si ça vous gêne vraiment, vous pouvez désactiver cette génération automatique et choisir d'utiliser la commande Rails g rspec de point quelque chose pour générer manuellement les tests lorsque vous en avez besoin. On a utilisé guard rspec qui permet d'automatiser le lancement de tests. Donc ça, c'est pratique si vous êtes en phase de développement et que vous pratiquez le TDD. Ça vous permet spécifiquement de lancer le test qui correspond au fichier que vous avez modifié. Donc ça, c'est plutôt cool. On a vu Factory Girl Rails qui permet de générer des données bidons en base de données. Donc il y a une approche un petit peu plus langage et un petit peu plus code, ce qui permet d'itérer, de générer des trucs plus simplement qu'avec les YML des fixtures par défaut de Ruby on Rails. Et enfin, on a vu le Database Cleaner pour répondre à un cas qui n'est pas censé arriver, mais qui arrive quand même. C'est que de temps en temps, la base de données n'est pas nettoyée à la fin de notre exécution. Donc c'est souvent dû, par expérience, à des problèmes liés à... Par exemple, aux exceptions. Si, pour une raison X ou Y, vous coupez votre script, la transaction des fois n'est pas rollback et du coup il y a des données qui peuvent être persistées entre chaque test. Donc si jamais ça vous arrive, vous pouvez utiliser Database Cleaner pour être sûr de votre coup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura
permis d'y voir plus clair et vous aura surtout donné envie de faire des tests unitaires. Hein. Vraiment, ne lésinez pas avec Ruby on Rails, c'est vraiment un plaisir de les écrire. Donc utilisez-les, ça permettra d'avoir une application beaucoup plus stable.